Alors, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour cette première au sein de Talisé Academy. Alors, je vais prendre quelques minutes pour vous présenter un petit peu Talisé Academy. Donc, Talisé Academy, c'est un espace, on va dire, d'aventure de la connaissance euh, qui est tout récent et qui est animé par plusieurs quêtes. La quête spirituelle, euh, on va dire les questions de la quête de sens, qui peuvent s'exprimer à travers la philosophie, mais aussi toutes les traditions spirituelles. Et aussi la dimension, par exemple, des psychologies de type jungienne, voilà, la psychogénéalogie aussi. Euh, Elle est aussi animée par la quête de sens dans un monde qui est en plein changement de paradigme, donc cet espace-là, on a envie de proposer aussi des choses qui peuvent permettre de mieux s'orienter dans ce monde un petit peu en changement. Il ne s'agit pas de nier en fait les différents aspects dans ce monde un peu avec des polarités opposées, mais c'est d'essayer de relier les disciplines, les gens, voilà, l'écologie et l'économie, voilà, de donner plein d'outils différents pour pouvoir s'orienter et puis peut-être œuvrer dans un sens du réenchantement. Euh, et donc l'idée, c'est d'explorer plein de disciplines, de faire des ponts entre les disciplines, des ponts entre les gens, et de développer une pensée voilà, qui libère de la peur et qui permet d'œuvrer pour essayer de proposer des choses à notre mesure et peut-être voilà, de changer à la fois au niveau personnel et au niveau collectif. Donc voilà pour un petit peu la présentation de Thalisia. Et dans ce sens, dans le sens de la quête de soi, dans le sens du changement intérieur, on a décidé avec Quentin de proposer une aventure sur la psychogénéalogie. Et comme on aime beaucoup les dessins animés, on s'est dit, tiens, on va relier pour trouver des outils, pour acquérir des outils dans la psychogénéalogie, pourquoi pas explorer voilà, l'acquisition des outils à travers et à la fois les dessins animés voilà, pour la psychogénéalogie. Et donc, bon, certains d'entre vous connaissent Quentin parce qu'on fait des formations, donc certains d'entre vous le connaissent ou ont travaillé avec. Pour ceux qui ne le connaissent pas, donc il est professeur de français, de philosophie, d'éducation citoyenne en Belgique. Et puis, il est formateur en psychogénéalogie, mais aussi dans d'autres points que je vous laisserai développer tout à l'heure. Voilà, et je vais le laisser se présenter et présenter le cours de ce soir. Merci Quentin d'être là. Je suis ravie de t'accueillir. Et voilà, je suis ravie de partager ce moment avec toi et avec vous tous. Merci Amélie, merci pour ton soutien et pour la place que tu fais dans ton académie. C'est vraiment agréable en tout cas de pouvoir collaborer avec toi et avec une telle structure. Oui, c'est vrai que je connais des gens ce soir. Alors, ce qui est sympa, c'est de se dire qu'ils me connaissent et qu'ils sont quand même là. Donc ça, c'est ça, c'est chouette. Euh, j'ai vu que tout le monde avait fermé son micro. À un moment donné, je vais avoir besoin que des personnes puissent le réouvrir, puisqu'on va essayer d'être plus dans l'interaction. Mais c'est vrai que dans la première partie de la soirée, c'est moi qui vais tenir un petit peu le crachoir, en tout cas au tout début, ne serait-ce que pour dire quelques mots sur la personne que vous avez en face de vous ce soir. Je suis vraiment très heureux hein, d'être là ce soir et aussi de retrouver et de découvrir des personnes que je vois là devant moi. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Ben, je pourrais vous dire d'abord que ce soir, c'est effectivement une aventure qu'on vous propose avec Amélie, une aventure donc, d'exploration dans quelque chose que vous connaissez, peut-être qui vous habite toujours, et quelque chose qui vient parfois se réactiver chez vous. C'est aussi un moment de dégustation. On a pensé les choses comme cela avec Amélie, c'est-à-dire un moment où, je sais pas, quand vous allez au supermarché, vous savez, le samedi, quand on va au Cora, par exemple, le samedi, si vous avez envie d'aller vers 11h30 midi et que vous n'avez pas envie de préparer à manger, vous allez goûter un petit peu ce qu'on vous propose dans les rayons comme nouveaux produits en promotion. Bah, ici, c'est pas vraiment la même chose, mais en tout cas, on va essayer de vous faire un peu goûter à ce que c'est que cette formation d'initiation à la psychogénéalogie.
Et donc, dans cette aventure de dégustation, vous aurez accès ce soir à un contenu exclusif, dans le sens où c'est quelque chose d'assez nouveau, avec des outils qu'on a pu tester en cabinet, bien sûr, mais assez nouveau dans le cadre de la formation en psychogénéalogie au travers des symboles présents dans les dessins animés. Donc, il est attaché au module initiation, mais vous ne le retrouverez pas. Les gens qui s'inscrivent dans le module initiation ne le retrouveront pas. C'est juste pour vous ce soir. OK? Alors, un petit mot, Anaïs, ça c'est le nom de ma compagne. Amélie m'a m'a présenté en termes d'enseignant, hein, de formateur et de pédagogue. Il est vrai que j'ai une orientation plus psychanalytique et autour des symboles, donc je m'intéresse beaucoup aux symboles et tout ce que l'on peut retrouver dans les dessins animés, mais même dans la pop culture de manière générale. Et après avoir eu un parcours personnel en psychanalyse, je me suis lancé en psychogénéalogie auprès de l'école Généapsy. J'ai suivi les années de formation. Dans le cadre de cette formation, j'ai conçu un jeu thérapeutique qui s'appelle l'Arbre au Soleil et qui nous permet d'aller visiter notre histoire familiale. Et à la suite de ça, on m'a proposé de rejoindre l'équipe des formateurs chez Généapsy. Aujourd'hui, je donne des formations pour l'entreprise L'Arbre au Soleil et j'ai évidemment une clinique autour de la psychogénéalogie qu'on appelle vraiment ici approche transgénérationnelle. Alors, on m'a dit des mots comme psychogénéalogie, on a parlé de transgénérationnel aussi, peut-être faire la distinction entre les deux. Moi, ce que j'aime bien dire pour expliquer un petit peu de quoi il s'agit, ben, on pourrait dire que la psychogénéalogie, c'est une espèce de grande armoire et que dans cette grande armoire, il y a plusieurs placards et l'un de ces placards, c'est l'analyse transgénérationnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que cette grande armoire qu'est la psychogénéalogie? La démarche de la psychogénéalogie, c'est une démarche qui nous dit que, donc c'est une démarche dans le champ de la psychologie, hein, et qui nous dit qu'il y a quelque chose à lire dans les liens que l'on peut rencontrer entre nos difficultés d'existence d'aujourd'hui avec les expériences vécues par nos ascendants, par nos ancêtres. L'idée, c'est un peu ça, c'est ça. Imaginez, je vais prendre une image que vous êtes un enfant, et vous tombez régulièrement à vélo, vous faites des croûtes sur les genoux, c'est pas très très beau, hein, et on vous dit de ne pas chipoter à vos croûtes parce que sinon vous allez être marqué à vie, et vous pouvez pas vous empêcher de gratter parce que vous avez envie d'en faire quelque chose de ça, enfin, c'est ça, ça vous démange. Eh bien, dans le champ de la psychologie, il y a des gens qui vont mettre, je sais pas moi, un bandage dessus pour plus que vous y alliez gratter, hein, et qui vont pas se demander qu'est-ce qui fait que ça gratte, ou qui vont pas se demander qu'est-ce qui fait que vous tombez tout le temps. Ça, on sera plutôt dans les approches cognitivo-comportementalistes. Je suis très caricatural, hein. Et puis dans toute l'approche psychanalytique, voire psychogénéalogique, on va aussi se demander, mais tiens, mais comment ça se fait qu'on tombe tout le temps? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit de ces chutes, et qu'est-ce qui fait qu'on a envie de gratter? Voilà, c'était une petite analogie pour vous faire comprendre ça, sauf qu'en psychogénéalogie, on va aussi se dire, mais tiens, est-ce que ça ne raconte pas quelque chose des autres gens qui, dans mon arbre, ne sont jamais tombés ou tombent régulièrement eux aussi? Dans ce champ de la psychogénéalogie, vous avez des personnes qui font du décodage biologique, il y a des gens qui font de la kinésio, il y a des gens qui font de la réflexologie psychogénéalogique, et puis il y a des gens, comme Bibi ici, qui font de l'analyse transgénérationnelle. Et le propre de l'analyse transgénérationnelle, c'est d'essayer de comprendre si les liens qu'il y a entre ce que nous vivons et ce qui a été vécu autrefois ne sont pas verrouillés par des souffrances muettes, par des sources de honte, par des deuils non faits, par une sorte de résonance traumatique, une résonance presque fantomatique qui revient, un petit peu comme dans le film Le Sixième Sens, hein, quelque chose qui revient, qui est toujours là, qui est présent et qui demande à être vu, qui demande à être entendu pour enfin être libéré et partir. Est-ce que c'est clair pour vous, pour le moment, psychogénéalogie transgénérationnelle? Ok, peut-être que je m'adresse déjà aussi, bah oui, je m'adresse à des gens qui connaissent ces notions. Alors pourquoi ce soir parler de psychogénéalogie et de dessins animés? Bah, parce que les dessins animés, c'est vrai qu'on en regarde quand on est adulte, hein. Amélie, on aime encore regarder ça, mais on en regardait aussi beaucoup quand on était enfant. Et l'enfance, c'est un petit peu le bain primal de toute l'imprégnation que l'enfant va vivre
dans l'univers dans lequel il grandit. Ça veut dire que c'est une période vraiment qui est propice à l'imprégnation, à l'intériorisation. Et qu'est-ce qu'on intériorise quand on est enfant? Ben, on intériorise des codes, des normes, des tabous, des choses qu'on peut dire, des choses qu'on peut être, des choses qu'on peut faire, qu'on ne peut pas faire. On va intérioriser tout ça, on va stocker hein, pour nourrir un petit peu ce qu'on appelle peut-être le surmoi, hein, ce qu'il convient d'être, de faire ou pas dans une société donnée. Et on va être baigné ainsi depuis notre naissance par des symboles, par des choses qui viennent représenter de manière concrète dans notre psychisme des messages. Alors quand on dit qu'un enfant, depuis tout petit, il est baigné dans un univers de symboles, qu'est-ce que ça veut dire? Je propose peut-être de lancer le support. Je peux partager, hein, mes liens. Ah, c'est à moi de le partager. Non, Alors, je pense que c'est possible. Je pense que tu m'as donné l'accès. voyons. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez Oui, le miroir enchanté de nos héritages? Oui, on voit. Super. Vous voyez tout. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est vous voir en plus grand, du coup, parce que j'ai mis deux écrans, c'est pas pour rien quand même. J'essaye de faire ça rapidement. Voilà. Comme ça, j'ai tout le monde. Et je peux vous voir si vous voulez lever la main ou si vous voulez écrire quelque chose dans le chat. Oui, parce que je ne l'ai pas dit, évidemment qu'il y aura un temps de questions-réponses à la fin de cette soirée, mais que si à un moment donné, vous avez des choses qui vous viennent comme ça, qui sont vraiment très prégnantes pour vous, ben, on s'était dit avec Amélie que vous pourriez écrire dans le chat et si plusieurs questions vont dans un même sens, évidemment que je peux arrêter et vous expliquer là à chaud ce qui se passe et pour vous donner des précisions. OK? Et sinon, il y aura effectivement un temps de questions-réponses pour la suite. Alors, je disais les symboles. L'être humain, depuis qu'il est né, vit et est baigné par les symboles. Pourquoi? Ben, on va être très concret. Un enfant, quand il vient au monde, n'est pas mu par un désir. Il n'est pas mobilisé par un désir, il n'y a pas de volonté chez l'enfant. C'est-à-dire que c'est très instinctif. Il, il a faim, il a mal dans le ventre, son intestin se tend, son estomac se tend, il va pleurer pour exprimer, en tout cas de manière très instinctive et réflexe, quelque chose, il pleure, il a à manger. De la même manière que quand il est en détresse parce qu'il sent de la solitude, bah, il va pleurer et là, il va pouvoir être peut-être contre la poitrine de sa mère et il va se passer quelque chose. Mais à cette époque-là, l'enfant, son comportement n'exprime pas un vouloir dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté d'exprimer quelque chose. C'est vraiment une notion réflexe. Ce qui va se passer, c'est que l'enfant va comprendre que lorsqu'il émet quelque chose, il se passe quelque chose derrière. Et donc, il va associer que le cri veut dire quelque chose. De la même manière qu'il va associer que le sein de la mère, ou l'odeur de la mère, ou la voix vient l'apaiser. C'est ainsi qu'un élément concret vient se charger d'une signification, vient se charger d'une émotion, d'une sensation, de tout un univers de représentation que l'enfant va commencer à construire. C'est le symbole. Donc un symbole, c'est quoi? C'est un pont entre un élément concret, matériel, avec quelque chose auquel on peut donner du sens, qui nous parle de manière singulière et qui vient dire quelque chose chez nous. On a des symboles personnels et puis il y a des symboles universels. Si je vous montre une colombe blanche, hein, tout le monde, en tout cas la plupart des gens, associent la colombe au symbole de la paix. Ça veut dire qu'un élément concret vient donner, enfin vient représenter, vient témoigner de quelque chose. Et le langage, ben, c'est du symbolique aussi, hein. Le fait qu'on appelle chaise une chaise, c'est du symbole. Je ne vous ai pas perdu, vous êtes toujours avec moi. C'est parfait. Alors, on va continuer. Alors, justement, dans ce miroir enchanté des héritages, on va aller un peu plus loin avec le pouvoir transgénérationnel des symboles en visitant l'univers des dessins animés ce soir, l'univers des dessins animés, mais des contes, des légendes. Alors, il y a des gens, ah oui, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont peut-être connu le Club Dorothée, il y a peut-être des gens qui ont peut-être connu, voilà, qui ont connu Bonne Nuit les Petits aussi. Il y a des gens qui s'endormaient. Ah, et vous allez nous dire hein, aussi à un moment donné quels étaient les contes ou les dessins animés dont vous vous souvenez qui vous ont marqué dans votre enfance. Il y a des gens qui se sont endormis avec des histoires. En fait, ce qu'on va aller visiter ce soir, c'est vraiment ça. C'est un grenier de symboles. C'est votre grenier personnel des symboles de votre histoire personnelle, votre histoire biographique, mais aussi de votre histoire familiale. Et c'est dans ce grenier que vont se cacher
que va se cacher, pardon, peut-être une malle un peu cachée, une malle un peu poussiéreuse, une malle un peu oubliée quelque part dans lequel votre famille, avec ce qu'elle a vécu, votre communauté peut-être aussi, avec ce qu'elle a vécu, est venue enfouir ce qui ne pouvait pas être représenté, ce qui ne pouvait pas être symbolisé, ce qui ne pouvait pas se dire. Ça ne pouvait pas se dire parce que c'était honteux, parce que ça faisait trop mal, parce que ça devait être enterré et jamais répété. En tout cas, c'est un petit peu comme si vous aviez dans cette malle ce fameux fantôme qui revient tout le temps, qui cherche à sortir. C'est ce voyage-là qu'on va faire ensemble ce soir. Alors, comment on va faire ça? On va commencer avec ce qu'on pourrait appeler une centration. C'est pas vraiment un rêve éveillé dirigé, hein. On va plutôt dire que c'est une centration parce que le format est beaucoup plus court. Alors, qu'est-ce que vous allez vivre dans cette centration? Euh, c'est un moment où vous allez être forcément centré sur vous-même, sur les choses que vous allez accueillir. C'est un moment qui va durer entre 15 et 20 minutes. En tout cas, je vais essayer de tenir le timing. Et dans ce moment-là, je vais vous proposer de visualiser certaines choses, d'accueillir des images, peut-être, mais pas que des images, hein. Des sons, des sensations, ce que ça fait sur votre peau, ce que ça fait dans votre corps, et peut-être aussi des symboles. Alors, s'il y a des personnes ici qui n'ont jamais fait cela, bah, ça peut être surprenant pour vous. Vous pouvez voir plein de choses qui n'ont pas forcément de sens les unes avec les autres. Vous pouvez ne rien voir aussi. Ce que je vous demande, c'est vraiment de vous faire confiance à vous. Parfois, c'est déjà un défi, ça, hein, mais de vous faire confiance à vous en vous disant qu'il n'y a pas d'injonction à la réussite ce soir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça marche absolument. Et que si vous avez l'impression que ça ne marche pas, ben, ça veut peut-être aussi dire quelque chose de toute manière. D'accord? Donc vous accueillez vraiment ce qui vient ou ce qui ne vient pas. Vous accueillez ce que vous vivez comme une expérience de plus à vivre dans votre carnet d'expérience. OK? Le timing, je l'ai dit, entre 10 et 15 minutes. On va se laisser aller. Alors, ce qui est bien, idéalement, ce qui serait chouette, je vois que tout le monde a vraiment fermé ses micros, c'est super. Ce qui serait chouette pour que ça se passe pour tout le monde dans la meilleure situation, c'est peut-être qu'il n'y ait pas, pour ceux que c'est possible, hein, qu'il ne soit pas un lieu de passage, qu'il n'y ait pas forcément quelqu'un qui vienne vous solliciter, que vous soyez juste vous avec vous-même et avec ce que vous allez pouvoir vivre ce soir. OK? Donc, trouvez un endroit qui vous convient pour vivre ça, parce que finalement, ce voyage dans la préhistoire familiale, ben, il faut quand même l'entreprendre et il faut se placer dans les bonnes chaussures pour ça. Et donc, on va aller vers tout ce qui s'est passé avant vous demande à être peut-être vu et exploré ce soir. Alors, pour faire ça, hormis les dispositions de confort logistique pour vous, je vais peut-être vous demander aussi, vous proposer de déterminer une intention de travail. Ça veut dire, bah tiens, actuellement, quelle est votre principale source de conflit intérieur? Ça peut être conflit extérieur, bien sûr, mais qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous broute? Qu'est-ce qui vous ennuie? Qu'est-ce qui vous tord? Ou qu'est-ce qui fait que là, sur ce point-là dans votre vie, c'est pas totalement OK, voire pas OK du tout? Qu'est-ce qui bug encore? Ça peut être dans votre vie perso, comme votre vie professionnelle, relationnelle, même personnelle, hein. Ça peut être une question de je me sens jamais à ma place, je me sens pas légitime, j'ai pas confiance en moi, je doute toujours de tout. Voilà, essayez de vous dire, mais tiens, ce soir, j'ai envie de travailler ça parce que je sens que ça m'appartient pas totalement là. Qu'il y a quelque chose que j'ai reçu ou que j'ai fait quelque chose de ce qu'on m'a transmis. Une fois que vous avez déterminé cette intention de travail, on va pouvoir commencer. Et pour ça, je vais peut-être vous donner une petite minute, hein. Une petite minute juste parce que vous êtes dedans tout le temps, puisque c'est un inconfort quotidien. Une petite minute pour articuler ça en mots et se dire, ouais, en fait, c'est ça. Ok, on va commencer. On m'entend bien? Pour les gens qui me connaissent, c'est toujours aussi désagréable de m'entendre. Ça va? Vous n'êtes pas dépaysé? Super. Alors, on y va. Ben, je vous invite à fermer les yeux, hein.
adopter une position confortable. Une position confortable, c'est avoir les bons appuis. Euh, les gens qui pratiquent la méditation bon, ont quelques facilités, mais en tout cas, d'essayer de pouvoir peut-être élargir ses épaules et avoir un appui pour ses épaules, avoir un appui confortable pour son coccyx aussi, se sentir maintenu au niveau du dos. On travaille avec l'enfance là, donc c'est important d'avoir un appui solide derrière soi, je pense, pour cette expérience-là. Et surtout se dire que dans cette position, ce soir, tout ce qui doit être accueilli va être accueilli pour vous, pour votre mieux-être, en toute confiance et en toute sécurité de toute manière. Donc, vous pouvez y aller, ferme les yeux. On va se concentrer sur cette respiration, sur l'air qui rentre par nos narines, qui sort comme dans un souffle fluide, unique. Je propose aussi de desserrer les mâchoires, de lisser votre front, peut-être décoller la langue du palais, de décroiser les chevilles et de vous sentir déjà là, parcouru par cet air qui continue de rentrer dans sa pleine cadence et de sortir. Pour faire cet exercice, je vous invite à penser à un lieu qu'on va nommer le lieu ressource. C'est un lieu ressource pour vous, un lieu intérieur, un lieu réel ou fictif. Il est agréable et sécurisant. Peut-être y avez-vous déjà été ou peut-être l'avez-vous rêvé ou vu dans votre enfance. Ce lieu se construit autour de vous maintenant, tout doucement, accessoire après accessoire. Peut-être y a-t-il de la nature, peut-être y a-t-il des fenêtres, peut-être est-il à l'extérieur. Voilà. Ce lieu, vous pouvez le voir, mais vous pouvez aussi l'entendre. Vous pouvez le sentir avec l'air qui le parcourt, la température qu'il y fait, les sons, les odeurs, sa fraîcheur ou sa chaleur et ses couleurs. Vous pouvez regarder autour de vous. Déplaçant votre regard dans ce lieu, vous allez voir apparaître un personnage de fiction de votre enfance. Il se présente à vous. Laissez-le venir. Comment se présente-t-il devant vous? Comment est-il vêtu?
Voyez-vous son visage? Dans quelle posture semble-t-il être? Porte-t-il des artefacts, des accessoires? Il se présente à vous ce soir et son énergie est là. Vous la voyez. Je vous invite à sentir, ressentir ce qui se passe en vous en présence de ce personnage. Quelle émotion cela vous évoque? Peut-être attachez-vous déjà ce personnage à la première rencontre que vous avez fait avec lui. Étiez-vous seul? Étiez-vous dans un lit, devant un écran, dans une bibliothèque, dans votre salon? Le personnage s'approche de vous et vous allez apercevoir des traits distinctifs sur son visage. Les histoires et les péripéties par lesquelles il est passé viennent dire quelque chose de ses forces et de ses faiblesses. Tout cela vient dire aussi quelque chose peut-être de son besoin, de sa quête. Du rôle qu'il tient dans cette histoire-là. Comment résonne ce personnage avec votre histoire à vous, ou l'histoire de quelqu'un de votre famille? Ce personnage dégage un besoin, une énergie. Si dans votre quotidien, cette énergie ou ce besoin devait se présenter, ce serait sous les traits de quelqu'un, d'un collègue, d'une loi, d'un rôle. Ce personnage va, à présent, vous tendre un objet. Vous pouvez le remercier pour cela et garder en mémoire pour plus tard les images, les sensations, les odeurs, les émotions. Je propose de prendre 3 inspirations pour revenir dans l'ici et maintenant. Une première inspiration, commencez à
reprendre une position pour revenir dans l'instant. Une deuxième inspiration. Commencez à bouger les membres. Peut-être bâiller aussi. Et une dernière inspiration et on pourrait ouvrir les yeux et revenir dans l'instant. Bon, ben, merci à chacun, chacune de s'être prêté au jeu de cette centration. Je peux vous dire quelque chose, c'est que la partie la plus prenante de ce soir, vous venez déjà de la dépasser avec succès. Donc maintenant, le reste du travail, je vais m'en charger. OK? Mais donc vous avez déjà pu réfléchir un petit peu à ce qui vous amenait à vous intéresser au transgénérationnel, ou en tout cas au phénomène transgénérationnel dans votre histoire et dans votre actualité. Vous avez aussi ce soir pu peut-être vous connecter ou pas à un personnage de votre histoire personnelle, hein, et de votre enfance. Peut-être que déjà, vous êtes déjà en train de vous dire, mais tiens, mais comment ça se fait que j'ai vu ou ressenti ou que je me suis connecté ou que ça m'est apparu ce soir? Alors dans le ça, je mets aussi ceux qui n'ont rien vu du tout, hein. Mais peut-être vous pourriez déjà vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui fait que ce soir, euh, c'est ce personnage-là qui est arrivé? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut partager euh, ce qu'il a vu. Je vous enverrai ça, je pourrais vous envoyer si ça vous intéresse le support avec la petite centration. Mais on va peut-être un peu s'intéresser aussi maintenant à, je ne sais pas moi, s'il y a quelqu'un qui veut bien partager ce qu'il a vu. Et on va voir ce qu'on en fait, quoi. Moi, je veux bien. Dolores, bonsoir. Bonsoir. Alors, moi, j'ai pas vécu mon enfance, hein. Je l'ai pas vécu du tout, donc je m'en souviens pas, absolument pas. Donc, mes références à moi, c'est quand je suis adulte et avec mes propres enfants, des dessins animés. Mhm. Donc, il m'est apparu, le refuge, c'est l'aigle, l'aigle dans le nid de l'aigle, et le personnage, c'est le roi lion. Le roi lion, c'est ça? Ouais, le roi lion. Donc vous avez Simba, vécu cette expérience dans le nid de l'aigle oui, et le dessin animé sur lequel vous vous êtes accroché pour ce soir, c'est le roi lion. le Et vous roi étiez dans lion. cet univers-là. Simba. Simba, ok. Est-ce que vous pourriez me dire, vous, naturellement, sur Simba? Ben, Simba, il a rencontré beaucoup de difficultés, Mhm. énormément de difficultés au point de tout perdre. Et puis, bah, à la fin, il s'en est sorti. C'est son histoire qui m'intéresse. J'ai tout. Quand j'ai vu ce dessin animé, j'ai vraiment, j'étais adulte, hein, mais pour moi, c'est le meilleur dessin animé pour adultes, plutôt, je trouve, Mhm. qui m'a été donné de voir par sa symbolique. Oui. Votre phrase, alors on va pas la déplier ce soir entièrement parce que ça vous appartient et que c'est peut-être pas le lieu, pas le moment, mais je retiens déjà cette phrase avec laquelle vous entamez votre intervention, c'est je n'ai pas vécu mon enfance. Donc on va voir ce qu'on peut en faire, si on en fait quelque chose ou pas ce soir. Mais vous voyez justement, ben, les choses enfin, se font assez bien, c'est qu'on a déjà Simba ici qui est présent, vous le voyez ça? Alors, Donc, si je regarde là parce que j'ai le grand écran, oui, je vois, mais c'est pas Simba, c'est son fils. ah, Non, alors, c'est Simba, Simba, c'est fils, je effectivement sais le nom de pas. son frère. Alors, le personnage que vous voyez là, c'est bien Simba. C'est le fils de Mufasa. Ah, alors, c'est pas. euh, non, mais c'est pas le méchant. Le méchant, ça. C'est. Alors, Oui, on va refaire, si vous voulez, je peux vous refaire le casting, hein. Donc, il y oui, a je veux Simba bien qui... parce que là, du coup. On va faire ça rapidement parce qu'on va pas faire une étude Bah, oui, sur le roi lion, mais en gros, donc, le personnage que vous voyez ici, c'est Simba qui... Donc, le roi lion,
pour préciser, c'est Hamlet, hein. C'est une œuvre de Shakespeare qui a été un petit peu revue à la sauce Disney. Et donc Hamlet, c'est quoi? C'est l'histoire d'une trahison. En fait, d'une trahison qui commence entre deux frères. Scar, qui est le méchant, Scar, celui avec la cicatrice sur l'œil, qui Scar. est jaloux de son frère Mufasa, qui est un monarque respecté, alors qu'il est au bout de la chaîne alimentaire quand même, hein. Donc, il y a quand même les dimensions de pouvoir, il y a la dimension d'honneur, de dignité, il y a la question de la fratrie aussi, il y a la question du devoir. Et vous me disiez, j'ai pas vécu mon enfance. On pourrait se demander dans quelle mesure Mufasa, comme Simba, quelle enfance ont-ils vécu? Je sais qu'ici récemment, on l'a regardé il y a 2, 3 semaines avec ma femme. Il y a Mufasa, le film qui est sorti, qui nous donne un petit peu le préquel au Roi Lion, c'est-à-dire quelle a été l'enfance de Mufasa, pourquoi Mufasa est-il devenu ce qu'il était, et quelle est l'histoire de cette fratrie entre Mufasa et Scar. Ça, je ne sais pas si c'est encore inspiré d'Hamlet ou si c'est carrément Disney qui s'est lâché par rapport à ça. Mais donc, regardez ici. Sur cette diapositive-ci, ce que vous voyez, c'est donc différentes figures archétypales. Je vais expliquer un petit peu ce que j'entends par figure archétypale, hein. Donc ici, par exemple, vous avez dans la grande roue des méchants, ben, vous avez le grand Pop dans les Chevaliers du Zodiaque, hein, pour ceux qui avaient le club Dorothée à la maison. Vous avez Gaston dans La Belle et la Bête. Vous avez Lady Tremaine, la méchante marâtre, hein, la méchante belle-mère, la seconde épouse qui arrive avec tout ce qui ne va pas dans un second mariage dans Cendrillon. Vous avez le dragon Smaug dans Le Hobbit. Je vais expliquer pourquoi je les ai pris. Et vous avez les hyènes, hein, les hyènes dans justement le roi lion. Et ici, justement, c'est Shenzi, je crois que c'est une hyène femelle, hein. À côté de la roue des méchants, j'ai mis des roues comme si c'était des molettes qu'on pouvait tourner en se disant on est des scénaristes ce soir et dans le prochain scénario qu'on va écrire ensemble, on peut tourner les molettes pour se dire quel personnage je prends dans le rôle du méchant. Vous voyez qu'il y a plusieurs styles de méchants. Les hyènes, par exemple, qu'est-ce qui intéresse les hyènes, Dolores? Qu'est-ce qu'elles veulent, les hyènes? Elles veulent manger les autres. Exactement, elles veulent manger les autres. Donc on est ici avec des figures du méchant, on est ici avec la figure du méchant au stade oral. On est dans quelque chose de l'ordre de la dévoration et de l'incorporation. En dévorant l'autre, je le prends en moi, hein. Et donc, vous allez voir que les choses sont assez bien faites, c'est que le symbole, généralement, respecte la maturité psychique du sujet aussi. Et s'il s'imprime chez nous, c'est peut-être pas par hasard non plus. Donc, on a l'angoisse dévorante de dévoration, là, un peu très, très archaïque. On a quelque chose de beaucoup plus dans la rétention. Le dragon Smaug, lui, il veut garder son fric pour lui, il veut garder son trésor pour lui, il veut le partager avec personne. Donc, on est dans la rétention, on est dans l'analité. Et pour les personnages un peu plus hauts, ici, on est avec quelque chose de beaucoup plus phallique et narcissique chez Gaston, qui lui veut montrer qu'il est mieux que tout le monde. C'est le beau, c'est le mâle alpha, hein, pas tellement futé, mais en tout cas, c'est un mâle qui veut montrer ses muscles, qui veut montrer des choses. On est avec celui qui veut montrer son phallus à maman, hein, dire regarde, c'est moi qui est la plus grosse. On a Lady Tremaine et le grand Pop qui, eux, jouent plutôt sur la manipulation, la fourberie. On est sur quelque chose où on n'est pas dans la rétention, on est plutôt dans le contrôle là. Mais pas dans le contrôle des matières à l'intérieur de soi, comme de l'argent, on est dans le contrôle de l'autre en tant qu'objet. Donc là, on est aussi avec quelque chose de très phallique. Ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que un enfant, quand il va s'accrocher à un symbole, quand il va s'accrocher à un personnage ou à un méchant, on va se demander, bah, mon fils par exemple, je me souviens que quand on allait à Disney, il avait très très peur d'Ursula. Cela, une espèce avec ses grosses tentacules dans la petite sirène, la sorcière des mers. Donc, je ne sais pas si c'était parce qu'elle était grosse, parce qu'elle avait des tentacules ou parce qu'elle avait l'impression de tout bouffer. En tout cas, même si elle est obèse, Ursula, on n'est pas avec quelque chose de l'oralité. Chez Ursula, on est avec le contrôle et l'analité, puisqu'elle veut contrôler la voix d'Ariel. Donc, est-ce que pour mon fils, l'angoisse qui était prégnante pour lui à ce moment-là, il faudrait que je demande à ma femme à quel âge il a vécu ça, mais c'était une angoisse autour de l'analité et du contrôle. Du contrôle, mais dans le sens, j'ai pas envie qu'on me contrôle, j'ai pas envie qu'on me mette de limites, je veux pouvoir m'exprimer. Donc, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de dire, mais comment ça se fait que ces symboles-là, ils viennent nous parler? Vous nous avez parlé de Mufasa. Il y a une petite confusion entre Mufasa et Simba, hein, entre le fils et le père. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, cette confusion ou pas, si ça appelle quelque chose. Mais euh, donc je laisse un petit peu de côté la roue ici des enfants, puisqu'on a Esteban dans les Mystérieuses Cités d'Or,
qui est un enfant assez sage. On a plutôt l'enfant sauvage, Son Goku dans Dragon Ball, Pinocchio, l'enfant menteur, l'enfant fragile avec pas Bilbon, pardon, Frodon Sake dans Le Seigneur des Anneaux, et vous avez le futur enfant roi, en fait, l'enfant un peu capricieux aussi, hein, Simba, parce qu'au début, ce qu'il veut, c'est pousser son cri. Hein. Il est pris comme ça me fait penser un peu à votre phrase, j'ai pas vécu mon enfance, il est pris comme ça avec ce truc de euh, je veux être un enfant et je veux jouir pleinement et tout le temps, mais j'ai du mal avec les limites qu'on m'impose mon père parce que c'est mon père et que m'impose mon ordre et mon rôle parce que je suis amené à être roi. La chanson quand même de Simba, c'est Je voudrais déjà être roi. Donc il y a un problème avec la temporalité chez Simba. C'est il voudrait déjà à la fois être adulte parce qu'il pense, il fantasme que quand on est adulte, on n'a pas de limite. Un beau rêve, ça. Mais l'idée, c'est ça. Donc, vous nous avez quand même parlé de Simba, vous avez prononcé Simba. Moi, je pense qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à aller voir chez Simba. Simba qui est vraiment au centre du roi lion. Hein. C'est c'est le personnage qui au début n'est qu'un objet, en fait, Simba. C'est un objet. Hein. C'est un objet de convoitise, puisque c'est lui qui va servir à faire en sorte que Scar puisse trahir son frère. C'est l'objet de ses propres pulsions. En fait, l'histoire du roi lion, c'est une histoire de subjectivation. C'est une histoire d'un objet qui doit devenir sujet de sa propre histoire. Et pour cela, il doit accepter, selon moi, hein, pour cela, il doit accepter ses parts d'ombre. C'est le travail d'une vie, c'est le travail de l'individuation, c'est d'aller reconnaître quelles sont les différentes facettes de soi pour pouvoir réassembler tout ça, en fait. Et dans les parts d'ombre de Simba, on a ce truc de je vais être comme papa. Je veux être comme papa et en même temps, je sais qu'en étant comme papa, je vais lui causer sa perte, quoi. Donc on est aussi avec autre chose de beaucoup plus archaïque, là, on est avec la horde primitive, c'est comment on compose avec les pulsions qui nous poussent à vouloir tuer notre père. Donc dans les parts d'ombre, il y a ça aussi. C'est je veux et je veux pas. Je veux être comme papa, c'est-à-dire je veux être le roi, mais sauf que le jour où je serai roi, ça veut dire que papa, il est au tas de sable, quoi, un petit peu. Hein. Donc, l'idée, c'est ça, c'est comment je fais pour jouir pleinement, comment je fais pour prendre la place sans prendre la place. Ce que vous avez envie de dire par rapport à tout ce que j'ai dit ici, Dolores? Euh, oui, l'objet. L'objet? C'est un objet, Simba, oui. Ouais. Par rapport à l'objet, oui, c'est ce que j'ai vécu, moi, hein, c'est complètement. Donc, oui, c'est ça. En tout cas, ce que vous dites, ça me parle puisque c'est exactement ça, oui. Mm. Mais Mais dans votre... Mustapha et Simba, ils ont quand même vécu la même chose, je crois. Enfin, d'après moi, ils ont vécu la même chose, les mêmes souffrances, les mêmes pour y arriver. Simba, c'est pour grandir et Mustapha, c'est jusqu'à sa mort, quoi. Quand vous me dites ça, je vous remercie de dire ça parce qu'en fait, ça me donne un bon filet là, dans le sens où je réalise, puisque j'ai vu Mufasa il n'y a pas très longtemps, c'est que vous avez raison. Il y a quelque chose qui lie en termes de symbole l'histoire de Simba et de Mufasa, c'est la question de la filiation, en termes d'instinct. Je vous ai dit enfin je ne vous l'ai pas encore dit, mais un archétype, c'est quoi? C'est une énergie instinctive qui est présente partout, dans toutes les cultures, chez tous les êtres humains. Ça, c'est un archétype. C'est un schéma qui organise le comportement, un archétype. L'archétype de la mère, l'archétype du féminin, l'archétype du masculin, l'archétype de la sorcière, l'archétype du vieux sage, l'archétype du roi, l'archétype de l'enfant. C'est des énergies qu'on a tous en nous et qu'on va un petit peu activer selon différentes choses. Alors quand on est un individu individué, assez équilibré, on arrive comme ça à aller faire son marché à l'intérieur de soi et de mobiliser un petit peu les cartes à jouer comme on veut, selon les circonstances et selon ce qu'on a envie de vivre, Euh, en intégrant le principe de réalité, bien sûr. Mais quand on n'est pas encore individué, quand on est très caricaturé ou très clivé dans les énergies qu'on a à l'intérieur de nous, on ne devient plus qu'un seul et même personnage, enfin, qu'un seul et même archétype. Il y a des gens qui ne s'identifient qu'au rôle du vieux sage. Il y a des gens qui s'identifient qu'au rôle de la mère et qui n'arrivent plus à être épouse. Juste pour que vous vous représentiez ça. Je reviens à Mufasa et Simba par rapport à ce que vous avez dit. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez raison. C'est que en termes d'énergie commune entre Mufasa et Simba, peut-être que ce qui est blessure chez eux deux,
c'est la filiation. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, Simba souffre d'être le fils du roi et veut être roi à la place du roi, alors que Mufasa, lui, sa souffrance à lui, c'est de ne pas connaître sa filiation, ou en tout cas de l'avoir perdu sa filiation. Mufasa a été abandonné, ou en tout cas s'est perdu, a perdu ses parents à un moment donné. Et il va devoir se construire dans une tribu qui a du mal à lui faire de la place, la tribu de son demi-frère Scar. Et en essayant de faire cette place-là, ben, à un moment donné, il va devoir faire des choix, parfois même se mettre davantage en valeur par rapport à son demi-frère Scar, ce qui va causer évidemment de la jalousie. Et cette jalousie, ben, elle va naître, elle va grandir, elle va germer et elle va un petit peu générer ce qui se passe dans le Roi Lion 1. Ok? Donc vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose de tout à fait commun entre Simba et Mufasa, c'est la question de la filiation. L'un souffre du défaut de filiation, l'autre la subit. Donc on est en plein dans le transgé, hein. Ok? Mhm. On va pas pouvoir passer sur les symboles et les figures que tout le monde a vues ce soir, hein. Ça, à la rigueur, on pourra trouver du temps plus tard pour ça. Je vais peut-être continuer à dérouler un petit peu. Donc je vous ai expliqué ce que c'était qu'un archétype. C'est une énergie primale qui est là chez tout un chacun, partout, quelle que soit la culture, quelle que soit l'époque. Vous avez l'archétype, vous avez le symbole qui est sa représentation. La figure archétypale, c'est un symbole, ça symbolise quelque chose. On a vu tout à l'heure ce que c'était qu'un symbole, c'est quelque chose de concret qui fait un pont entre le conscient et l'inconscient. Et il y a le mythe, il y a le dessin animé, il y a l'histoire, il y a le conte. En fait, vous pourriez vous dire, que ce soit plus simple, c'est que l'archétype, c'est l'énergie, le symbole, c'est la façon de le représenter, la façon de le dessiner, et l'histoire, le mythe ou le conte, c'est le message moral. C'est ce qui encadre. C'est ce qui vient dire et on en fait quoi de cette énergie. Quand vous regardez un petit peu Le Roi Lion 1, bah, l'énergie, c'est l'énergie, on l'a vu, de la filiation, grâce à l'intervention de Dolores. Et quel est le message moral que l'on pourrait retenir de ces dessins animés? C'est bah, tu ne tueras pas ton père, tu prendras patience pour pouvoir pousser ton cri et devenir roi en acceptant l'injustice du temps, et tu auras confiance en toi quand tu seras capable de bravoure. En fait, on pourrait se dire ceci, le mythe, les contes, les dessins animés ont une fonction morale, une fonction normative pour l'enfant. Pour l'enfant et pour les peuples qui les racontent et les transmettent. Et en psychogénéalogie, en approche transgénérationnelle, ça nous intéresse vachement parce que dans notre histoire familiale, il y a aussi eu des grandes figures archétypales. Il y a aussi eu un enfant abandonné. Il y a aussi eu une femme qui ne savait être que mère ou qui était une marâtre comme Lady Tremaine. Il y a aussi eu la belle ingénue un peu coconne qu'on voit là dans Candy. Il y a aussi eu peut-être un beau prince charmant. Et dans cette façon de dire les choses, on enseigne, on instruit les enfants, on leur donne un message. Vous savez, l'autre jour, je voyais sur TikTok, je voyais une interview très très rapide de Audrey Fleurot, l'actrice qui est rousse et qui joue dans la série HPI. Vous voyez qui c'est, pour certains? Alors, elle disait, moi j'avais que deux rôles à jouer avec la coiffure que j'ai, c'était soit de jouer le rôle d'une sorcière, soit de celui d'une pute. Et si vous regardez un petit peu la série HPI, comment elle est représentée? Elle a quand même un look assez extravagant, hein, voire avec des jupes très 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 courtes, des vestes léopard, et elle a quand même un super pouvoir qui est d'être haut potentiel intellectuel. Donc on a fait un peu le mix des deux, quoi. Donc en termes d'archétype, de figure archétypale, la femme rousse, on est en 2025, hein, la femme rousse, elle est représentée dans cette série de cette façon-là. Et ça dit quelque chose aussi de la manière dont politiquement la société prend posture vis-à-vis du féminin. On est sur Disney là ce soir. Je sais pas s'il y a des gens qui ont pris le temps et l'argent d'aller voir Blanche-Neige, qui est ressorti en film. Bon, j'ai été le voir. Si vous regardez la méchante reine, celle qui va se changer en sorcière pour aller donner la vilaine pomme et empoisonner Blanche-Neige, si on prend un peu du recul, un peu de hauteur sur ça, vous avez la jeune ingénue qui est Blanche-Neige. Ah, bon, ici c'est Candy, mais vous avez la jeune ingénue qui est Blanche-Neige, qui comprend pas grand-chose à la vie, qui essaye de faire un petit peu avec ce qu'on lui donne.
Et elle est charmante, elle est jolie, elle est tout ce qu'on veut. Et vous avez à côté, bon, c'est pas elle, mais il y a une méchante reine qui, elle, est puissante, qui est charismatique, qui sait ce qu'elle veut, qui a du pouvoir, qui a des gens qui font ce qu'elle elle a envie de faire, qui a des ambitions. Et ben, du coup, quel rôle elle a? Le rôle de la méchante. Ça dit quand même quelque chose de ce qu'on laisse comme part au féminin dans notre société aujourd'hui aussi, quoi. Donc, les mythes et les archétypes sont bien présents, sont universels et intemporels. Ils continuent de squatter notre salon derrière nos écrans et ils viennent toujours nous dire quelque chose de la société ou du système familial dans lequel on évolue. Le fait que dans une famille, on va s'accrocher ou que dans une histoire personnelle ou familiale, on va s'accrocher à un personnage, à un méchant plutôt qu'à un autre, ça dit quelque chose de ce qu'il convient d'être, de ne pas être, convient de faire ou de ne pas faire. Est-ce que c'est clair ce que je raconte ce soir-là? Ça vous fait réfléchir à des choses que vous voyez, des choses qui vous agacent peut-être dans les dessins animés ou les séries? Estelle, je vois que tu acquiesces, toi. On va se tutoyer, c'est plus simple. Quoi ça te fait penser? Oui, oui, mais je me suis questionnée dernièrement sur des petites fixettes que j'avais justement sur des films d'enfance. Enfin, bon, après là, si je commence à étaler tout, ça risque d'être un peu long, donc je vais me restreindre, mais oui, je trouve ça parlant. Un film comme ça? Il y a plusieurs films qui en fait ont une même ligne directrice. Je suis de la génération 98, donc ça va peut-être pas parler, mais Spirit, les talons des plaines, Frères des ours et aussi Pocahontas. Mais il y avait toujours ce même axe en fait autour de la colonisation, de la séparation, de la réunion et cette problématique d'intrusion qui revenait à chaque fois dans toutes mes références quand j'étais petite. Et sur le plan transgénérationnel, j'ai appris par la suite que mon grand-père avait fait des braconnages, etc. Donc bref, bon voilà, je fais une synthèse, mais c'est vrai que je trouvais ça amusant. Bref, voilà. Merci, merci pour ce partage. Et oui, bah oui, tu tapes dans le mille quand tu parles d'intrusion. Là, on est vraiment avec cette énergie-là, hein, de l'intrus, de celui qui vient. C'est quelque chose de très pénétrant aussi, hein, quelque part, donc très, très masculin aussi, de venir et de s'accaparer certaines choses à la place d'un autre. Quelque chose de très clivant, hein, c'est pour ça que c'est très masculin. Si ça vous intéresse, hein, je pourrais aussi vous communiquer des références bibliographiques qui expliquent ça très bien, c'est-à-dire que selon le dessin animé, on va voir comment l'univers est présenté par le mythe ou présenté par le dessin animé. Est-ce qu'on est dans un monde où il y a les bons et les méchants d'un côté? Est-ce qu'on est dans un univers où on a plutôt quelque chose qui est à l'intérieur d'autre chose? Ou est-ce qu'on est dans quelque chose qui n'est pas du tout clivé, où chacun a sa part un peu positive et négative? Je pense que, enfin, en tout cas, ce que j'observe, c'est qu'il y a de plus en plus de films chez Disney, que ce soit chez Pixar ou autre, qui nous invitent à réfléchir à qu'est-ce qui fait que les méchants sont devenus méchants et quelle est la part encore bonne chez eux. Et ça, je trouve que c'est quand même assez intelligent de la part de Disney d'aller vers ce courant-là, de dire, mais tiens, c'est pas si simple, quoi. Il n'y a pas que le clivage, il y a d'autres choses à aller visiter. Je regarde si j'oublie rien. Bah, oui, si peut-être vous dire que derrière, je vais remonter un peu ici, derrière chacun des personnages, il y a comme ça des choses qu'on retrouve de manière assez universelle, hein. Son Goku, ici dans Dragon Ball Z, oui, il a une queue de singe puisqu'il vient d'une autre planète, donc il représente l'enfant rebelle, mais aussi l'animalité, le côté très primitif, le côté très animal. Mais il y a aussi l'idée que c'est un enfant orphelin, hein. On a les orphelins, comme on peut avoir avec Mufasa, justement, Dolores, ça dit quelque chose, hein. Généralement, dans les histoires, vous regardez Superman, Harry Potter, Son Goku, même, comment on appelle, Oliver Twist, ce sont des personnages, les orphelins, qui sont amenés à avoir une destinée particulière. Alors, ça peut être positif, hein, ils peuvent apporter quelque chose au monde, comme s'il qu'il fallait qu'ils rendent ce qu'on ne leur a jamais donné. Et ça peut être aussi tout à fait négatif si on regarde le film Le Parfum, hein, ça c'est plutôt pour les adultes, ou le livre Le Parfum de Susskind, avec Jean-Baptiste Grenouille, qui lui est aussi un orphelin, mais qui lui va décider de dévorer la terre d'une certaine façon, enfin de tuer en tout cas. Donc les destins sont toujours encadrés par un ordre moral et normatif. Et pourquoi l'enfant s'y accroche? Ben parce que en fait, ça raconte quelque chose de chez lui. Et quand je dis chez lui, ça peut être tout aussi bien son expérience de vie à lui,
comme sa préhistoire familiale ou sa communauté. OK? On va continuer maintenant avec ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez. Moi, j'ai pas accès au chat, Amélie, je le vois pas puisque j'ai partagé mon écran. Donc, si tu penses qu'il y a des urgences qu'il faut gérer tout de suite pour répondre à des questions, tu me bipes. D'accord, ça marche. Ça va? Euh, je voudrais vous poser une question. Est-ce que il y a des personnes ici qui se souviennent, quand elles étaient enfants, d'avoir suivi ou vu ou lu quelque chose en présence d'un adulte et que ça vous a marqué? Quel était l'adulte qui était avec vous le soir, euh, le soir ou la journée pour regarder des dessins animés avec vous, vous raconter une histoire? Qui était cet adulte un peu tutélaire pour vous accompagner dans ce bain de fiction? Vous pouvez me dire qu'on a été tout seul, c'est possible aussi, mais est-ce que vous avez souvenir que quelqu'un était là à côté de vous? Laura, Bah, pas forcément quelqu'un qui est autour de moi, mais je me rappelle quand j'étais petite, on m'offrait, je pense que c'était un abonnement. J'ai toute la collection de Disney. J'ai toute la collection de Disney et en fait, je disais sur le chat, Disney, le monde, le monde, enfin, dans les contes de Disney, de ce que j'ai compris, tout est beau, tout est merveilleux, tout est il y a un gentil, un méchant, et le méchant, il reste méchant. On ne cherche pas à savoir pourquoi il est devenu méchant. Et quand je fais un rapprochement par rapport à ce que mon vécu et tout ça, et en fait, j'ai vécu dans cette petite bulle, tout est merveilleux, les personnes autour sont parfaites, et en fait, ça n'a rien à voir, en fait, parce que quand on regarde les méchants, pourquoi il est devenu méchant, pourquoi il est comme ça, bah, on comprend mieux, quoi. quand tu dis ça, Laura, bon, moi, Mm, vous savez, à ceux qui me connaissent, je fonctionne avec deux grandes questions, c'est à quoi ça sert et qu'est-ce que ça raconte. Ces deux grandes questions, si je les applique à ce que tu viens de dire, on pourrait se les poser en se disant, mais tiens, dans ta famille, à quoi ça sert de cliver à ce point-là bon, après, vous allez me dire, c'est comme ça partout, évidemment, quand on est enfant, c'est plus simple d'expliquer les choses comme ça, mais n'empêche que si c'est une conduite ou un comportement qui est enfin un raisonnement, pardon, si c'est un raisonnement qui s'étend à tout le fonctionnement de la famille, on peut se demander à quoi ça sert et qu'est-ce que ça raconte. À quoi ça sert et qu'est-ce que ça raconte dans ta famille, qu'on ne se pose pas la question de savoir pourquoi lui ou elle, elle est méchante. En fait, à quoi ça sert d'exclure, à quoi ça sert de cliver et d'exclure, à quoi ça peut profiter au système qui exclut. En fait, on est avec la figure du bouc émissaire, hein. C'est toujours se dire, mais quand on exclut, exact, hein, quand on exclut, ça permet de renarcissiser, ça permet de remettre du vernis sur le groupe qui se permet d'exclure. C'est de se dire, lui, il est mauvais, donc nous, on est bon. Et c'est parce que lui est mauvais que nous, on est bon. c'est exactement ça. C'est ce que je disais avec la méchante reine, hein. Qu'est-ce que ça dit du fait de la mettre sur... Bon, alors d'accord, c'est vrai que c'est pas une sainte, on est d'accord. Et on peut lui reprocher des choses. Mais n'empêche que je ne suis pas sûr que ça passerait aussi bien sur un plan marketing commercial de mettre une jeune ingénue comme ça, parce que déjà on pense qu'elle n'a pas tout ce qu'il faut dans la tête pour pouvoir être méchante, on dit qu'elle n'est pas meublée pour ça. Mais voilà, qu'est-ce que ça dit dans une société de se dire que la méchante est une femme et elle est parce qu'elle est puissante. Enfin, en tout cas, elle est méchante parce qu'elle est puissante. Ou sa puissance, son pouvoir lui donne cela. Regardez, à l'inverse, dans Le Roi Lion, pour revenir avec Dolores, le méchant, c'est pas celui qui a le pouvoir, hein, c'est celui qui le convoite, le pouvoir. Et du coup, on est chez les hommes. Donc là, il y a quelque chose de se dire, mais le phallus que j'ai là entre les jambes, faudrait pas qu'il y en ait quelqu'un qui vienne me le couper, celui-là, hein. Donc quand il est chez les femmes, le phallus, il est dangereux. Quand il est chez les hommes, il faut le conserver et le partager avec personne. Ça dit quelque chose. Ça raconte quelque chose aussi. Vous allez bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose? Il y a un lien qui vient de faire ou quelque chose qui lui vient comme ça. Muriel, je te vois souvent acquiescer et t'en fais quoi de ça? Ben, moi, j'aurais envie de dire que la personne qui a été avec moi, qui m'a raconté des histoires, c'est ma mère.
Hein, elle a ensemencé toute mon enfance le soir et j'attendais avec impatience qu'elle vienne au bord de mon lit pour me raconter la suite. Mais ce qui était formidable avec elle, c'est que c'était pas obligatoirement des livres de Disney parce que sa propre imagination m'amenait vers des choses absolument extraordinaires avec beaucoup de sagesse et je reconnais qu'il y a un des contes qu'elle m'a raconté qui m'a suivi pendant très 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 longtemps. Cet homme sage au pied d'un arbre. C'était pas Bouddha, mais ça y ressemble. Merci Muriel. Nathalie, tu levais un doigt, il me semble? Non? Pardon. Euh, Moi, je voulais vous dire un truc, c'est que en montant cette soirée-là pour vous ce soir, je réfléchissais à une personne qui m'est proche et j'avais parlé avec elle il y a quelque temps, justement du projet de faire quelque chose sur les dessins animés. Et elle me disait que elle, bon, alors j'ai ça en commun avec elle, c'est qu'elle a peur du sable. Elle déteste le sable. Elle a horreur de ça et ça la dégoûte. Ça la dégoûte et elle a peur que le sable s'insinue partout et que le sable, ben, c'est vrai qu'à la mer, il y a un peu tout et n'importe quoi dans le sable, hein, il y a beaucoup de microbes et ce genre de choses. Et donc avoir une plaie et aller dans le sable ou marcher pieds nus et que le sable, enfin voilà, ça la dégoûte, elle n'aime pas du tout ça. Et j'ai cette connaissance sur cette personne-là. Et nous parlons des dessins animés comme ça. Et elle me dit que elle, dans sa famille, c'était sa maman qui regardait les dessins animés avec elle et que à l'époque de sa maman, le dessin animé dont sa maman parlait, c'était Bonne nuit les petits. C'est pas vraiment un dessin animé, mais c'est une émission pour enfants en tout cas. Bonne nuit les petits, Nicolas Pimprenel, vous voyez ce que c'est? Et on était là avec le personnage du marchand de sable. Et sur le coup, j'ai pas tilté. C'est en montant le truc que je me suis dit ça. Faut savoir que la maman de cette personne en question est une dame qui a connu à plusieurs reprises des agressions sexuelles dans son enfance, le soir normalement. Et donc, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander dans quelle mesure la peur du sable à la génération de cette personne avait défensivement pris un corps, finalement pris symbole, parce que c'est ça en fait le transgénérationnel, hein, c'est ça, c'est pas tellement comment le trauma se transmet, c'est comment les défenses du système ou les défenses des individus vont se transmettre et comment on va en faire quelque chose pour survivre. Pour ne pas que ça se répète ou pour que ça se répète et qu'on fasse mieux. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire, mais tiens, ce dégoût du sable qui est pénétrant, qu'est-ce que ça vient raconter de ce que cet enfant a peut-être reçu en compagnie de sa mère quand elle lui parlait du marchand de sable qui envoie son sable avant de dire bonne nuit les petits avec le gros nounours, quoi. C'est une piste. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça ne veut pas dire que ça a de la valeur, mais n'empêche que, voilà, si je pouvais le dire à la personne, qu'est-ce qu'elle en ferait? Qu'est-ce qu'elle se dirait? Est-ce que demain, elle enlèverait ses crocs pour aller à la plage, par exemple? Est-ce qu'elle marcherait à pieds nus dans le sable mouillé? Je ne sais pas. Mais l'idée, c'est ça. C'est de se dire, mais finalement, les symboles qui nous sont transmis, comment on s'en est accaparé et qu'est-ce qu'on en a fait? Et à quel moment ils deviennent entravants, à quel moment ils deviennent ressources, et à quel moment ils participent au processus de transformation. Je vous demandais tout à l'heure à côté de qui vous étiez quand vous regardiez des films. Bon, moi, c'était ma maman, souvent. Elle était là, elle était femme au foyer, et donc souvent, elle regardait. Et je sais, hein, je sais que ça avait de la valeur pour moi qu'on passe ce temps à deux parce que elle commentait. Alors, ça me plaisait bien parce que ça me donnait les sous-titres en fait. Ça me disait ce que je devais comprendre. Et je ne sais pas si vous avez des petits-enfants autour de vous, mais parfois vous regardez quelque chose avec un enfant plus jeune et il va vous demander de vous expliquer mais pourquoi elle pleure? Alors que l'évidence est claire, ben, elle pleure parce qu'elle n'est pas contente, elle pleure parce qu'elle est triste, elle pleure parce qu'elle a perdu ceci ou cela. Mais l'enfant a besoin du décodage. En tout cas, il a besoin de savoir si son éprouvé et son interprétation, le sens qu'il donne à ce qu'il voit, correspond à ce que l'adulte va valider ou pas. On est encore dans le transgénérationnel, puisque quand l'enfant fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'accordage. Il fait de l'accordage pour se dire, j'ai besoin que tu m'expliques le monde, j'ai besoin que tu me donnes du sens sur le symbole, j'ai besoin que tu me dises si j'ai bien compris, donc en gros, si je fais bien mon taf, et j'ai besoin que tu me dises comment je peux, moi aussi, adopter les mêmes codes et les mêmes normes que toi pour continuer d'appartenir à ce système. Parce que si j'appartiens pas, je risque de pas être aimé. Et j'ai besoin d'amour pour me développer. Clara, j'ai vu que tu levais la main. Hop là.
Oui, merci Quentin. En fait, c'était pour rebondir sur le marchand de sable parce que tout à l'heure, quand tu nous as emmenés en recentration, c'est ça Oui. le mot? J'ai vu apparaître un personnage qui était d'abord le nounours. Et là, je me suis dit, ah, bah, c'est parce que Quentin a cité l'exemple de Bonne Nuit les Petits, donc le nounours vient. Mais après, derrière le nounours, il y avait un personnage qui ressemblait au Petit Prince. Et je me suis dit, mais c'est pas le Petit Prince, c'est qui lui? Et en fait, c'était le marchand de sable. Et je me rappelais même pas qu'il y avait un marchand de sable dans Bonne Nuit les Petits. Et du coup, bah, comme tu nous as demandé un petit peu de voir comment on se sentait et tout, je me suis aperçue que je me sentais hyper mal à l'aise. Je me sentais pas du tout en sécurité avec ces personnages, quoi. Donc voilà, je voulais juste mettre ça à partager et partager ça parce que je trouve le clin d'œil du marchand de sable est quand même intéressant. Le marchand de sable, alors le marchand de sable, ça appartient vraiment à la culture occidentale, hein, de l'Europe occidentale. Et le marchand de sable, on pourrait dire que c'est une figure moderne de l'archétype d'Hyp, qui mélange à la fois le dieu grec Hypnos et le dieu grec Morphée. Tu vois? Donc Morphée, c'est celui qui fait en sorte que l'on ait des symboles qui arrivent dans nos rêves, hein, dans la Grèce antique. Hypnos, c'est celui qui ouvre le sommeil. Et en fait, le marchand de sable, il condense les deux. Le marchand de sable tel qu'on le voit dans Bonne Nuit les Petits, celui qui balance du sable, qui va faire piquer les yeux et qui fait qu'on ferme les yeux, il y a un conte, je ne sais pas si tu sais aller le voir quand tu auras le temps, c'est un conte danois qui s'appelle Olé ferme l'œil. À la base, c'est un lutin en fait. C'est un lutin qui se balade avec un petit chapeau comme ça en pointe et un sac de sable. Et il va aller voir le jeune petit danois Hjalmar. Et chaque nuit, il lui fait vivre une aventure un peu particulière. Alors le conte, il est super sympa. Il n'y a pas ce côté un peu malaisant, un peu sombre. Enfin, moi, je ne le vois pas en tout cas. Mais en tout cas, logiquement, le marchand de sable, il ouvre le sommeil et il fait apparaître des symboles. Mais le marchand de sable qui était venu dans la discussion que j'avais avec mon ami, là, tu vois, et ce qu'il avait pu générer et comment il avait sointé de manière presque symptomatique, enfin, comment on dit, enfin, il avait fait symptôme en tout cas, jusqu'à un certain inconfort avec la matière sable. Merci Clara. Bah, merci beaucoup. C'est important de savoir avec qui, enfin, qui vous a transmis quoi. C'est bien de savoir parce que en même temps, quand on vous identifiez avec qui on vous a transmis quoi, vous pouvez recontextualiser. On peut dire qu'on fait presque de la critique historique, hein, c'est de se dire, ben, j'ai vu ça avec machin, et ben machin, quand j'ai vu ça, les sous-titres qu'elle me disait, ben, c'était forcément imprégné de son vécu. C'était forcément imprégné de son filtre à elle. Et ce filtre, en fait, il observe trois strates, les trois mémoires familiales. On les développera beaucoup plus dans le module initiation qui commence en septembre avec Talisia. Mais ces trois strates, ben, c'est la mémoire familiale des faits, la mémoire factuelle, c'est la mémoire biographique familiale, la mémoire légendaire, celle qu'on raconte avec tout ce qu'elle a de vrai et tout ce qu'elle a de fort, tout ce qu'elle de vrai et de faux, pardon, tout ce qu'elle a d'illustre et d'idéal et de contre-idéal, avec les mérites, avec tout ce qui pue aussi un petit peu. Donc cette mémoire familiale qui est biographique, elle est légendaire et elle fait filtre dans le discours de l'adulte qui accompagne l'enfant. Et il y a aussi la mémoire traumatique, cette mémoire qui ne peut se dire, mais qui est bien là, cette mémoire fantomatique qui résonne et qui s'exprime au-delà des mots finalement, hein. La mémoire fantomatique, la mémoire traumatique dont je parlais avec le marchand de sable, ben, vous voyez bien qu'elle passe quand même, quoi. Enfin, vous voyez bien. Si on part du postulat que mon exemple et l'analyse que j'en fais est plus ou moins juste. Donc, ces trois mémoires, elles viennent filtrer le discours de l'adulte. Et qu'on le veuille ou non, l'enfant va soit se construire de manière adéquate ou contre-adéquate à ce qu'il a reçu en vivant auprès de l'adulte. Alors finalement, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec... ça, c'est une proposition de choses que vous pourriez faire, ça, tout seul chez vous. C'est que vous allez représenter votre arbre généalogique. Ici, ça ressemble quand même vachement à un génogramme, hein, une représentation photographique des relations et des gens qui sont liés entre eux, soit sur l'angle biologique ou légal, dans une famille. Et peut-être, vous allez prendre, je sais pas moi, des cartes du Dixit ou les cartes Dixit, puisqu'il y a une édition Disney chez Dixit, et vous allez placer les cartes en disant, ben oui, mais elle, je mettrais bien, c'est vrai qu'elle est quand même pas mal Cendrillon, quoi. Il y a quand même cette idée de, elle n'a pas eu une vie facile, on l'a exploitée, en plus, elle n'a pas forcément connu sa mère, elle a dû vivre avec une marâtre,
Là, il était roi, mais il a fait un enfant, et est-ce que cet enfant, il fallait le taire, il fallait le cacher, en tout cas, c'était un enfant secret. Lui-même a refait un enfant pour après l'abandonner, un enfant sauvage qui a dû peut-être se vivre avec un milieu familial qui n'était pas le sien. Donc on pourrait s'amuser comme ça aussi à aller chercher dans notre histoire familiale quels sont les personnages Disney qu'on peut convoquer. Quels sont les personnages Disney ou de dessins animés qu'on peut convoquer et placer. Hein, on a l'enfant marionnette. On a encore une fois ma copine, la belle ingénue avec sa belle-mère. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on en fait. Et surtout, quel est notre souhait par rapport à ça? Qu'est-ce que l'on souhaite, vers quel mieux-être souhaite-t-on aller? Et comment se fait-il que cette histoire familiale, à la fois, nous met des barrières, nous met des empêchements pour aller vers notre souhait et en même temps, peut-être, nous donne des ressources de transformation? Ça, c'est un exercice que vous pourriez faire, par exemple. Prenez un petit, vous donnez 2 minutes, vous prenez une grande feuille, vous placez les gens de votre famille et vous allez mettre les titres de, ça peut être des titres de chansons hein, dans les Disney ou des titres de, par exemple, Mufasa, toi, Dolores. Tu le placerais où? Bah, face à moi, Si on imagine que toi, tu es là, toi, tu euh, voudrais le mettre à quel étage? ici, là, je voudrais, je ne sais pas, je n'ai pas d'étage là. Donc, juste pour éclaircir, c'est que tu vois, il y a tes parents au-dessus, puis tes grands-parents. Ouais. Donc les Oui, parents sont bien là, tes grands-parents, tes arrière-grands-parents, et ainsi de suite. On remonte, on remonte. oui, alors moi, je me pose une question quand même, étant donné que je n'ai pas eu tout ça. Moi, je viens de la DAS, hein, donc je n'ai pas eu tout ça. Donc, comment je fais? J'ai découvert les films de Walt Disney qui m'ont vraiment passionnée parce que je me suis retrouvée avec, voilà, dans Cendrillon, dans Blanche-Neige, dans tous ces films, mais je ne peux pas faire ça, par exemple, là, parce que je ne sais pas. Effectivement, tu ne sais pas. Mais ce n'est pas pour ça que tu ne peux pas le faire. Je t'explique Oui, pourquoi je dis ça comme ça. Moi, par exemple, quand j'ai commencé mon parcours en analyse transgénérationnelle, déjà, la première fois qu'on m'en avait parlé, je m'étais dit, mais c'est pas du tout pour moi, j'y connais que dalle, enfin, je suis adopté, enfin, je connais pas mon histoire biologique, je ne sais rien en faire. La première chose qu'on m'a dit, c'est que de ne rien savoir, c'est déjà savoir quelque chose. Après, on va pas s'étendre là-dessus, mais voilà. Autre chose, c'est qu'effectivement, avec ta fonction pensée, tu n'es pas en capacité de savoir ce que tu peux placer au-dessus. Mais raisonnablement, tu peux quand même te dire que tu es au moins issu de 2 personnes et que chacune de ces personnes est issue aussi de 2 personnes. Donc, on pourrait faire cet arbre-là sans forcément y mettre du figuratif. Après, tu pourrais aussi te dire, mais tiens, euh, à la DAS, est-ce que, il y avait des adultes référents qui ont tenu certains rôles, qui ont occupé certaines fonctions parentales? De quelle manière? Avec quelle stabilité relative? Qu'est-ce que tu en as fait de cela? Comment tu t'es imprégné de cela? Et au travers à la fois de ton histoire biologique à laquelle tu n'as pas accès, mais qui est quand même arrivée jusqu'à toi, mais au travers aussi de l'histoire personnelle et familiale de chacun de tes référents adultes que tu as rencontrés. Parce qu'on le veuille ou non, et c'est ça qui est très complexe pour les enfants. J'accompagne des équipes d'éducateurs qui travaillent dans l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et il y a cette difficulté aussi, c'est que ces enfants qui sont de famille d'accueil en famille d'accueil ou qui vivent toute une vie en institution, ils sont quand même au contact d'adultes, et bien, forcément que ce qui est arrivé à ces adultes-là est réactivé quand ils s'occupent d'enfants. Et donc, il y a quelque chose qui, de manière perméable ou imperméable, est communiqué de l'histoire de chacun à l'enfant, dont l'enfant va s'imprégner lui aussi. C'est un travail beaucoup plus difficile. il faut faire marcher son imaginaire, c'est ça? Il y a l'imaginaire et puis il y a les souvenirs aussi. Mais après, tu disais, je n'ai pas vécu mon enfance. Euh, enfin, après, ça demanderait un travail, tu vois, Dolores. Mais Oui, oui, il y bien a des sûr. Mais je l'ai fait, ce possibilités. travail, je l'ai fait. Moi, je Heureusement. sais que en fait, ce qui m'a aidé, c'est les rêves. Par rapport à mon histoire, à moi, de pouvoir me connecter à ce qui s'était passé, c'était d'abord les rêves. Qu'est-ce qui me revenait en rêve avant ou après les séances que j'avais? Et comment ces symboles pouvaient venir coïncider avec le contexte socio-historique de ma famille biologique. Mais parce que ça remontait à une histoire bien précise au Sri Lanka, dans les années 80, enfin Oui. voilà.
OK? Je vais peut-être Ah, continuer ouais. parce que je vois que le temps file pas mal. Merci en tout cas pour vos apports. Euh, Bah oui, l'idée quand même de ce soir, tu vois, hein, Ben l'idée de oui. ce soir, c'est quand même d'identifier quelle quelle figure nous marque, pourquoi ça nous marque et quel complexe psychique il y a derrière. Alors un complexe psychique, je vous ai parlé des archétypes, je vous ai parlé des symboles, des mythes et des contes. Un complexe, on va définir ça rapidement, un complexe, c'est c'est lié à un archétype, donc c'est lié à l'énergie. Tout à l'heure, Estelle, elle parlait de l'intrusion. Si l'archétype de l'intrusion existe, hein, et ça existe, bah peut-être que le complexe de la colonisation, le fait d'aller spolier ce qui ne nous appartient pas, c'est un complexe. C'est-à-dire que c'est une façon d'interpréter, une façon de vivre, une façon de donner corps, de donner un comportement, une conduite qui va générer une souffrance pour les autres ou pour soi-même. Un complexe, c'est ça. C'est un amalgame de, d'éléments psychiques qui sont en conflit les uns avec les autres. Le complexe d'Oedipe, par exemple, ben là, on est avec l'archétype puer senex. On est avec l'archétype du jeune enfant et du père. C'est-à-dire qu'on est dans cette énergie de je veux être comme papa, mais en même temps, pour être comme papa, il faut que papa il soit plus là. Je veux prendre ce que papa il a et qui fait que maman elle s'intéresse à lui, mais je peux pas parce que c'est mon papa et qu'on m'interdit à la fois d'avoir une relation avec maman et à la fois de tuer mon père. Un complexe, c'est ça. C'est comment le sujet s'accapare une énergie qui est présente chez tout le monde et en fait quelque chose avec lequel il est en conflit à l'intérieur de lui. Vous ne souriez jamais, ça me fait très peur parce que j'ai l'impression que je ne parle pas bien ou que vous ne comprenez pas. Si vous Si, c'est comprenez, très clair, c'est très c'est clair. très clair. Ok, ça va. Euh, Ça, c'est ce que je peux vous dire sur les complexes. Et l'idée, c'est ça, en fait, de ce soir, c'est de se dire quelle figure je retiens, quel complexe ça me connecte, et qu'est-ce que ça vient raconter de mon histoire familiale. En gros, c'est ça. Là, pour Mufasa, avec les fameuses cicatrices, ben, c'est quand même l'idée de cette cicatrice, elle vient dire quelque chose aussi de son vécu, de quelque chose qui lui a peut-être été enlevé et qui le marque définitivement et qu'il va transmettre, puisque dans le Roi Lion 2, hein, dans le Roi Lion 2, on est avec la descendance de Scar, on est avec la descendance de Simba, on est vraiment à l'étage d'en dessous là. Donc si tout à l'heure avec le Roi Lion 1, on avait Hamlet, en fait avec le Roi Lion 2, on a Roméo et Juliette qui se jouent. Deux clans rivaux où les enfants vont se rapprocher et qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on accepte? Qu'est-ce qu'on fait de l'ardoise de celle qui nous a été donnée avant? On efface tout et on recommence? Qu'est-ce qu'on lègue en fait derrière nous? Donc c'est ça, et c'est de se dire, j'aimais bien quand tu disais ça hier soir quand on s'est fait un petit point, Amélie, c'est une grille de lecture. C'est une grille de lecture pour comprendre. Et pourquoi c'est important de comprendre? Ben, parfois, ça peut être important de comprendre. Tout à l'heure, je vous disais, quand on tombe, on peut mettre un pansement, on peut mettre un bandage, on peut se demander pourquoi on tombe. Ben, la grille de lecture, c'est ça. C'est de se dire, mais là, je bute parce que je ne comprends pas pourquoi ça se répète tout le temps. J'ai peut-être quelque chose à aller voir chez mes ascendants et eux vont peut-être me donner des pistes pour comprendre. Parce qu'une fois que j'aurai compris, je ne subirai plus les choses de la même façon. Je pourrais me dire, ben tiens, ce sens-là, ce truc qui n'a pas été donné, qui n'a pas été délivré, il n'a plus besoin d'agir dans ma vie de la même façon. Il peut en faire quelque chose. Et c'est là où il est le processus de transformation. C'est de se dire, je comprends pourquoi je fais ceci, je comprends pourquoi j'achète tout en double, je comprends pourquoi j'ai pas assez de 24 heures pour faire quelque chose. Quelle est la vie de l'autre que je dois vivre? Qu'est-ce que je dois honorer ou quel est l'ascendant que je dois réhabiliter en remplissant mes journées et mes journées pour faire en sorte qu'elles soient pleines et pas vides? Quel est le vide que je vous donne, voilà, là je pars dans autre chose, mais c'est ça, c'est d'essayer de mettre du sens sur ce qu'on fait, sur ce qui est inconfortable pour nous, pour pouvoir se dire, mais tiens, si demain, quand j'achète un t-shirt ou un paquet de bonbons, si j'en achète un, qu'est-ce que ça me coûte? Qu'est-ce que je mets de côté? Et si j'en achète deux, parce que je sais d'où ça me vient, est-ce que ça me fait tant de mal que ça? Est-ce que je suis, en tout cas en me posant la question de ça, je subis un peu moins, je pense. Parce que je donne un sens et je récupère de la marge de manœuvre sur mon empêchement. Je récupère de la marge de manœuvre sur mon inconfort.
C'est ça qui est important. C'est de remettre du sens là où ça a manqué pour redonner de la marge de manœuvre. Et dans les contes, on est là-dessus, hein. Blanche-Neige, je veux dire, le mariage chez Blanche-Neige, parce que Bethléem a vu ça aussi, un peu, Bruno Bethléem, le psychanalyste, il a vu ça aussi, c'est le mariage, c'est pas uniquement la belle ingénue qui rencontre le prince magnifique. À la base, sur un plan psychanalytique, quand l'enfant s'accapare d'un conte, en fait, tous les personnages sont une partie de lui. Un petit garçon qui s'accrocherait à la Reine des Neiges ou à Blanche-Neige, par exemple. Et en fait, il va aller convoquer l'énergie de la convoitise et de la jalousie quand il voit la belle-mère. Il va aller convoiter l'énergie du chasseur qui est en déloyauté, qui reçoit un ordre mais qu'il n'a pas envie de faire. Il va aller convoquer ça. Quand il voit le prince arriver, il va marier en lui son masculin avec son féminin, son animus et son anima. Les contes sont faits d'archétypes et de symboles. Le mariage, la pomme, ce sont des symboles qui viennent dire quelque chose à l'enfant. Et il n'y a pas d'interprétation universelle pour ça, il n'y a que le discours de ce que la personne dit, de ce que la personne fait et a envie de dire. Quand Dolores nous dit « j'ai pas vécu mon enfance », cette phrase-là, on pourrait, plutôt que mettre des cartes Dixit Disney, on pourrait aussi se dire dans son arbre de Dolores, qui n'a pas vécu son enfance? Qui n'a pas vécu, alors l'enfance de Dolores, bien sûr, mais qui n'a pas vécu d'enfance du tout non plus. Et dans l'histoire de Scar et Mufasa, qui n'a pas vécu d'enfance? Et puis ça veut dire quoi vivre son enfance? Est-ce qu'on vit son enfance ou est-ce qu'on vit une enfance? Qu'est-ce qu'on y met dans l'enfance? Et pourquoi il faudrait la vivre à un tel moment et puis la vivre après? Enfin, voilà, ce truc de ces questions qui permettent d'ouvrir pour retrouver de la marge de manœuvre et de se dire, ben tiens, comment je peux arriver à faire des deuils que j'ai pas encore pu faire? Ces questions-là, c'est un travail qu'on fait aussi en analyse transgénérationnelle. On fera aussi dans la formation initiation en septembre. Je pense qu'en termes de timing, on n'est pas trop mal. On est très bien. On est très bien. Alors, juste un dernier petit mot et vraiment rapido, euh, avant les questions-réponses. Dans le module qui va s'ouvrir en septembre, on va travailler sur 4 grands axes. C'est qu'est-ce qui se transmet, pourquoi ça se transmet, comment ça se transmet et qu'est-ce qu'on fait. Je vais aller plus doucement. Ce qui se transmet, c'est ce qui sointe d'une génération à l'autre. Je l'ai dit, en gros, ce qui nous intéresse, c'est les mécanismes défensifs du système, les mécanismes défensifs de la famille qui se transmettent pour éviter qu'un trauma ne revienne ou pour que s'il revienne, on en vienne à bout. On va être sur des variations scénaristiques, en fait, hein. On va être sur des sentiments de honte, d'illégitimité, de dette, de répétition de dates, de prénoms, des répétitions de croyances, d'injonctions. Et on va aller visiter tout ça au travers de différents outils pour voir un petit peu, mais tiens, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? On va faire un état des lieux un petit peu de ce qui est des transmissions. On va aller voir aussi pourquoi ça se transmet. Je vous ai parlé du film Le Sixième Sens. C'est quel est le besoin du fantôme? Qu'est-ce qui vient toujours cogner pour sortir de la malle dans ce fameux grenier familial? Et il y a un besoin d'appartenance, il y a un désir de loyauté, il y a un réflexe de survie, des enjeux de survie, hein. Il est souvent question de survie, parce que quand il y a un secret de famille, ben, on essaye d'éviter la honte. Pourquoi il s'agit de survie quand on évite la honte? Ben, parce que si dans votre famille, on sait qu'il y a eu un scandale, très très vite, on est isolé, on est mis au banc de la société. Et du coup, il y a vraiment un véritable enjeu de survie à taire les choses, si on veut rester en lien et si on veut continuer à exister en tant que groupe. Et puis, on va aller voir comment ça se transmet. Et pour ça, on va aller voir des dessins animés, enfin, on va pas passer notre formation à les voir, vous les aurez vus au préalable, et on va aller faire ça avec des outils, des outils thérapeutiques. Il y a des gens qui font des constellations, ou à l'arbre soleil, on en fait aussi, et il y a des outils thérapeutiques avec de véritables objets flottants, et tout ça se fera. Il y aura beaucoup de concepts qu'on va aller mobiliser, et vous visiterez ces concepts à l'aide de ces fameux outils. Alors, au menu cinématographique du module de septembre, on va quand même revenir sur le roi lion, Dolores. On va parler de Frères des ours. Qui c'est qui m'a parlé d'ours? Ah, mais non. Voilà. Estelle. On va revenir sur Frères des ours. Je vous dispense de la Reine des Neiges 1 avec Libéré, délivré, mais on va quand même aller voir Elsa pour la Reine des Neiges 2 qui est beaucoup plus transgénérationnelle que le 1. On ira voir Réponse. On parlera aussi de Pinocchio,
de Vaiana pour le mythe familial et forcément, on parlera de Encanto et de Coco qui sont beaucoup plus récents, mais qui sont profondément transgénérationnels eux aussi. Et évidemment, tout ce que vous amènerez aussi comme dessin animé, bien sûr. Mais en tout cas, ces films-là, on en parlera. Il y aura peut-être même, enfin, il y aura des choses à aller voir sur ces comptes. OK, Super. Ouais. j'en ai fini. Ben, merci Quentin, merci, c'était super intéressant, vraiment passionnant. Du coup, je vais juste témoigner un tout petit peu parce que je me dis, tiens, je sais que j'ai des personnes que je connais bien aussi ce soir qui savent que mon dessin animé préféré, c'est Aladdin, parce que j'adore Jasmine. Et, euh, et parce que Jasmine, c'est vraiment, elle incarne finalement la reine qui va essayer de réunir au niveau sociétal aussi. Et du coup, je trouve ça beau parce que dans le transgénérationnel et dans les thérapies aussi jungiennes, etc., qu'on peut pratiquer et voilà, que je propose aussi avec d'autres intervenants, en fait, il s'agit aussi de trouver ses ressources parce qu'on parle beaucoup des problématiques, mais du coup, on n'appuie pas assez parfois sur le fait que en fait, le monopoliser le positif, c'est les ressources. Et quelque part, je me dis que je commence à vivre un tout petit peu de Jasmine. Voilà, donc c'était le petit partage du soir. Et je suis très heureuse voilà, de proposer avec toi ce parcours sur les dessins animés et, et permettre à chacun de contacter ses ressources, même si on ne sait pas, voilà, justement, qu'on n'a pas forcément la connaissance de son arbre. Du coup, je voulais faire un petit point, c'est est-ce qu'il faut, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que c'est, voilà, le transgénérationnel, est-ce qu'il faut si des gens ont envie de s'inscrire, est-ce qu'il faut qu'ils préparent, par exemple, quelque chose au niveau de leur arbre personnel? Donc ça, c'est une question qui peut peut-être être, voilà, que des personnes peuvent se poser. Vous voulez que je réponde à ça maintenant? Oui? Oui, et après, je vais expliquer le parcours. D'accord. Alors, ah oui, je vois le chat maintenant. Euh, juste, non, il n'y a pas de travail préparatoire, en tout cas, à faire pour suivre ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait un génosociogramme, d'avoir un génogramme, d'avoir un arbre généalogique, d'avoir compulsé un maximum de documents avant. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Par contre, les personnes qui s'inscriront à ce module recevront pour chaque soirée, pour chaque moment de la formation, recevront une convocation, j'aime pas ce mot, mais en même temps, il faut quand même bien nommer les choses, un courrier qui les invitera à pouvoir se connecter, mais aussi à préparer peut-être un petit outil. Je vous ai dit que la formation se faisait surtout au travers des outils. On va essayer d'être le plus concret possible pour que les concepts restent digestes. Et donc, pour gagner du temps, moi, ce que j'aime bien, c'est on regarde si on peut prendre genre une petite demi-heure chez soi pour à un moment calme pour préparer l'outil et on revient en formation avec et on ouvre un outil ensemble vécu et partagé par la personne qui souhaite mettre son processus au centre de la formation. Et ça permet à la fois de donner de la densité au concept, hein, que ce soit beaucoup plus concret, et à la fois de se mettre au travail par rapport à son histoire familiale. Donc vous repartez non seulement avec des outils thérapeutiques, mais vous repartez aussi avec des pistes et des portes à ouvrir, ou peut-être entrouvertes déjà dans votre histoire familiale. Ben, ça me permet de faire la transition. Donc justement, en fait, donc le parcours proposé, il existe donc deux parcours, un parcours classique et un parcours approfondi. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces deux parcours? Donc dans les deux cas, il y a des acquisitions d'outils, voilà, qu'on va avoir à travers les exercices, les expérientiels, et puis à travers voilà les concepts qui seront proposés au travers des dessins animés. Mais donc, le parcours approfondi permet de mettre au sein, voilà, en évidence, on va dire, de le mettre dans l'ordinateur, donc notre propre arbre ou notre propre outil travaillé, pour aller travailler vraiment sur un support qui parle, comme on a pris par exemple aujourd'hui un petit peu pour Dolores, et de dire, bon ben voilà, qu'est-ce que les phrases préférées de Quentin que j'ai notées, à quoi ça sert, qu'est-ce que ça raconte par exemple, et de prendre voilà, deux parcours par session. On prendra euh, voilà, deux personnes par session
qui permettront d'exposer voilà, leur arbre personnel ou leur outil personnel pour pouvoir voilà, les travailler. Donc ça, c'est le parcours approfondi. Et dans le parcours classique, ben, on acquiert évidemment les outils, mais à travers justement aussi, ben, voilà, l'outil des personnes qui voudront bien les mettre en évidence. Je ne sais pas si c'était très clair. J'ai essayé. Oui, moi, je trouve ça clair. Voilà. Donc, vous retrouverez toutes les informations donc, dans le mail que je vous enverrai après cette soirée. Voilà, j'ai juste une petite question. Donc, j'ai deux personnes qui ne pouvaient pas être là ce soir et qui seront en replay. Et donc, j'ai oublié de mettre dans le mail, est-ce que bah, Dolores, Estelle, Clara, qui c'est qui et Laura, vous êtes OK parce que du coup, vous allez apparaître. Est-ce que c'est OK pour vous? Tout à fait. Estelle, oui. Dolores, ah, je peux couper sinon c'est Oui, pour ça. oui, 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 c'est OK pour moi. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Et Laura aussi. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Voilà, ben je suis très heureuse d'avoir partagé cette première session. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver. Et voilà, c'était un vrai plaisir. Est-ce que Quentin, tu vas avoir le mot de la fin? Ouais, est-ce qu'il y a des gens qui ont des Il y a questions des sur... questions? ou est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions sur les éléments qui ont été donnés aujourd'hui ou alors Oui, ou des gens qui ont envie de dire, c'est peut-être pas des questions, mais qui ont oui, besoin parce on peut qu'elles ont partager. vécu quelque chose ce soir et qui ont besoin de déposer. Estelle? Oui, j'ai j'ai à peine enlevé mon micro, on m'a déjà décelé. Oui, j'avais une petite question. Est-ce que, dans les accompagnements de psychogénéalogie, à un moment donné, il y a justement, hem, il y a une intervention d'autres pratiques qui puissent, permettre justement de désamorcer des fois certains mécanismes de défense? Enfin, je sais que typiquement, dans mon cas, pour la problématique que j'abordais précédemment, la kinésiologie m'avait beaucoup aidée, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément un automatisme à recommander. Est-ce qu'il y a, la majorité des cas, par exemple, qui peuvent se résoudre, rien qu'en ayant conscience des fois de certains schémas? Je ne sais pas quoi te répondre par rapport à ça parce que je ne peux pas te donner une réponse absolue. Il y a des gens qui, en prenant connaissance d'une répétition de schéma, bah, ont l'impression qu'ils retrouvent un peu plus de contrôle sur sur ce qu'ils subissent au quotidien et ça leur suffit. Maintenant, est-ce que identifier quelque chose, c'est le reconnaître? Ça, c'est une grande question sémantique. Je pense que tout travail d'intégration, tout travail de transformation en psychothérapie se fait par trois grandes instances qui sont le reconnaître, le remythifier, symboliser, et s'engager à aller vers un changement, peut-être. Alors, je m'explique. Reconnaître, ce n'est pas spécialement identifier. Vous pouvez très bien identifier qu'il y a de la répétition dans votre arbre et pas forcément en faire. Reconnaître, ça va plus loin. Reconnaître, c'est se dire que cette répétition, elle va avoir un sens bien précis et elle va... Alors, répétition, ça n'existe jamais la vraie répétition, hein. On va dire au mieux que les histoires ou les événements riment. La seule chose qui peut se répéter, c'est un prénom. Encore que un prénom qui est choisi à la génération X pour telle raison, n'est peut-être pas choisi pour les mêmes raisons un peu plus tard si c'est le même prénom. Tu vois, donc les choses ne se répètent jamais véritablement. Elles riment, elles sonnent plus ou moins pareil. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ben là, c'est déjà de la reconnaissance. C'est-à-dire qu'on va reconnaître un phénomène et essayer de lui donner un sens. La deuxième instance dont j'ai parlé, c'est la remythification. C'est-à-dire qu'on va mettre du mythe, on va mettre encore un peu plus de sens. On va englober ça dans une histoire qui fait sens pour nous en disant, si ça se passe comme ça chez moi, c'est peut-être pour cela, c'est au nom de ceci ou au nom de cela que les choses m'arrivent ou sont arrivées comme ça. Et là déjà, vous êtes déjà dans un processus de symbolisation qui vient reconnecter, mais tout ça ce sera vu en formation, hein, qui vient reconnecter l'événement traumatique avec les différentes parts éclatées de cet événement. Et après, on peut envisager peut-être un acte, alors un rituel, ou en tout cas un acte de clôture qui peut être significatif et qui va marquer la personne suffisamment de manière assez importante pour qu'elle se dise, OK, j'ai reconnu, je sais pourquoi c'est arrivé et ce qu'on en fait, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je décide de garder et qu'est-ce que je décide
de mettre de côté. Qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui ne m'appartient pas? Qu'est-ce qui me revient de faire ou d'être avec ce qu'on m'a transmis? Donc, je ne sais pas trop si j'ai répondu exactement à ta question, mais je ne peux pas te donner une réponse absolue qui te dit, bah si, en fait, quand tu fais un processus comme ça, il faut faire ça, 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 et comme ça, et puis tu dois aller voir un kinésio à ce moment-là. Non, ça dépendra de chaque histoire. Tu sais, l'analyse transgénérationnelle, elle a cette particularité, je l'ai dit, de s'intéresser à toute la souffrance muette du trauma, des fantômes qui agissent toujours, mais il y a autre chose en transgénérationnel. C'est que le transgénérationnel, il va aussi aller se nourrir de toutes les sciences en général, mais aussi des sciences humaines qui vont nous aider à remettre du sens, à remettre du verbe là où ça a manqué. Je le disais tout à l'heure à Dolores, moi ce qui m'a aidé à un moment donné, c'est de comprendre que dans mes rêves, c'était pas pour rien s'il y avait des chenilles qui apparaissaient. C'est pas pour les chenilles, des chenilles qui se transformaient en petits tracteurs. Alors évidemment que l'inconscient utilise des subterfuges pour maquiller les choses en utilisant des symboles, mais les chenilles qui se transforment en tracteurs, c'était simplement les chenilles des tanks pendant la guerre civile au Sri Lanka. Enfin, c'était simplement. En tout cas, c'est le sens que j'ai choisi de donner à cela. Parce qu'il y a eu un travail de recontextualisation qui m'a permis de remythifier pourquoi, à un moment donné, en juin 83, il avait fallu quitter Inter pour traverser la mer et aller trouver de la vie là où c'était encore possible, quoi. Donc c'est ça l'idée. C'est qu'est-ce que le travail d'analyse transgénérationnelle va me permettre d'aller chercher comme ressource dans mon arbre ou dans les professionnels de terrain pour redonner du sens et redevenir sujet de sa propre histoire. Merci beaucoup. Et également dans les dessins animés, puisque le sujet réel, enfin celui en tout cas moi qui m'intéresse, c'est ça. C'est pas d'aller chercher des thérapies qu'on connaît, qu'on pratique depuis tellement longtemps, mais c'est d'aller chercher des personnages, comme tu dis, dans les rêves, mais d'aller chercher des personnages qui vivent des choses bonnes ou terribles et de pouvoir se les approprier pour faire les Ouais. trois pratiques. Mais il y a des Donc, gens il y a des gens qui guérissent et se transforment comme ça, hein, en écrivant autrement une histoire qu'ils subissent chaque jour. Et ils vont jouer avec, je ne sais plus vous le montrer, mais les trois fameuses molettes là, des personnages, des bons, des méchants, et de se dire, dans ma famille, en fait, il y a ça à actionner, et tout ça fait sens. Et aujourd'hui, peut-être que si je m'emmerde tout le temps avec ce collègue-là, peut-être que ce que j'oublie de reconnaître chez lui, c'est qu'il n'est pas que ce Gaston qui veut montrer sa bite à tout le monde et qui montre qu'il est le plus fort. C'est peut-être aussi quelqu'un qui en fait a une blessure et qui ne... Enfin, voilà, c'est un peu ça. C'est de se dire, mais qu'est-ce que je fais avec toutes ces figures-là? hmm, Très vulgaire, hein. Je me rends compte de ça. C'est possible de poser une question? On a Vas-y, encore un peu Gara. de temps. C'est parce que Mhm. c'est vraiment quelque chose, d'ailleurs, Amélie, on en a parlé il y a 2 ou 3 jours par rapport à cet atelier. Je pense avoir remarqué que dans allez, peut-être 80% des films de Disney, les héros et les héroïnes sont des orphelins ou ont au moins perdu un parent sur les deux. Et du coup, ça, c'est quand même un truc particulier. Donc, je me demande, est-ce que cette statistique, est-ce que cette statistique, elle est bonne? Et je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses, Quentin? Qu'est-ce qui fait que les héros et les héroïnes de Disney, ils n'ont pas de parents, en fait? Il y a plusieurs réponses à apporter à ça. En tout cas, les réponses que moi je peux te partager ce soir et la façon dont moi je vois les choses, c'est que il y a d'abord cette idée de euh, quand on généralement enfin, dans les contes modernes, en tout cas, il y a de plus en plus souvent les parents qui sont là, hein. Enfin, dans les contes, les dessins animés modernes, ils sont de plus en plus souvent présents, mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y en a un des deux qui prend plus de place qu'un autre. Et qu'il y en a un qui vient un peu défendre une espèce de mythe familial, d'ordre et de loi familiale qu'il faut absolument respecter, et un autre qui reste un peu en secrète, comme on dit, comme ça, et qui se mouille pas trop, en fait, hein. Qui dit oui, mais tu sais, c'est important pour lui, allez, vas-y, fais un petit effort, quoi. C'est toi qui dois reprendre l'honneur de la tribu, alors peut bien te forcer un peu, puisque moi aussi je l'ai fait. Et généralement, c'est un peu la meuf qui fait ça, hein, pas vraiment le père. Donc il y a cet aspect-là qui dit encore une fois quelque chose du masculin et du féminin dans notre société. Ça, c'est un premier élément. C'est à quoi ça sert de placer des parents dans une histoire? Ça sert généralement
à faire porter sur les épaules du héros, le héros en psychanalyse, c'est toujours le moi. Ça représente l'instance du moi, ça représente le sujet. Donc le héros ou l'héroïne, c'est le moi qui doit être investi d'une mission, parce qu'il va traverser une crise et vivre des épreuves qui vont le permettre de se transformer. Mais en gros, le fait de placer des parents, c'est que il est soumis à un certain ordre qu'il va devoir respecter, transgresser ou alors modifier. Jasmine, par exemple, elle a un papa qui lui dit, mais la tradition, c'est comme ça. Ben oui, mais bon, que fait un sultan devant une loi insultante, hein, elle le dit quand même à un moment donné. Donc c'est cette idée-là. Donc qu'est-ce qu'on fait avec le parent quand il est présent? Le fait qu'il y ait des orphelins, ça dit peut-être autre chose, j'en parlais tout à l'heure, hein, ça permet d'avoir un destin exceptionnel puisque tout est à écrire. Tout est à écrire pour eux. Donc pour ce mois-là, quelque part, il est exonéré du mythe familial, il est exonéré de tout ce qui concerne la loyauté familiale que l'aîné devrait porter. C'est à ça que ça sert, d'une certaine façon. Clara, elle est figée, non? Ou alors... Ah non, ça va. Et il y a déjà cet élément-là. Et il y a aussi autre chose, c'est que qu'est-ce qui fait que le héros orphelin nous parle? C'est qu'à un moment donné de notre histoire, que ce soit à l'adolescence ou un peu plus tôt ou un peu plus tard, parfois nous aussi on en a eu ras-le-bol de nos parents. Et on s'est dit, mais putain, mais moi aussi je préférerais dans la famille d'un autre, hein. J'aimerais bien. Donc ça nous permet de nous identifier parce que là, c'est un petit peu comme le ticket à gratter à la loterie, c'est de se dire, mais au moins lui, pour lui, tout est à écrire. Il ne doit pas supporter les deux autres là au-dessus qui disent non, tu sortiras pas après telle heure, quoi. L'orphelin, c'est un objet de fantasme dans le sens où, pour lui, bien sûr, il a un peu moins à la base, mais il a tout à gagner pour la suite. Mm. Ouais, merci beaucoup. Bah, c'est vraiment la réflexion que je m'étais faite devant les héros orphelins ou alors en remarquant que quand il y a au moins un des deux parents, bah, c'est tout le temps le père. Par contre, la mère, elle y est. Donc le féminin, il est vraiment pas représenté dans la figure maternelle dans Disney. C'est particulier. Donc, mais effectivement, ça résonne ce que tu dis, qu'effectivement, sans parents, ben, il y a toute une histoire à écrire qui est possible. Donc, on est exonéré de ce bagage, de cet héritage-là. C'est plus simple. Des fois. Il y a quelque chose où là, on devrait peut-être mettre un bémol par rapport à ce que je viens de dire, Clara, c'est peut-être dans La Reine des Neiges 2. Franchement, si vous avez le temps, allez le voir. Il en vaut la peine. J'ai vomi le premier, mais le deuxième, il est assez sympa. Et sur le plan transgénérationnel, il y a quand même des choses très, très intéressantes, et notamment sur la mère Mm. d'Elsa et d'Anna, qui sont vraiment bien dans La Reine des Neiges 2. Et je devais te dire autre chose, mais l'idée m'est déjà partie. Je ne sais plus. Non, j'ai oublié. Personne qui a Merci en tout capté ce cas. que j'avais comme idée. Il n'y a personne qui est télépathe ici, non? Ah non. Hum, Amélie, un peu, non? Petit côté télépathe, quand même. Est-ce qu'il y a une Mm. autre question? Bon, bah, c'est qu'on a fait le job alors. Pas d'autres questions, de partage. Merci en tout cas. Donc, moi, j'ai hâte de découvrir ben, du coup le parcours en septembre. Donc, ben, je serai très heureuse de retrouver ceux qui nous rejoindront. Et voilà, je trouve que c'est une super entrée en matière et c'est un super, comment tu avais dit, une super mise en bouche. Et tu parlais du mot de la fin tout à l'heure. Peut-être juste vous dire qu'en plus d'avoir conçu ce PowerPoint pour vous, là, j'en parlais avec Amélie juste avant de se connecter. Ceux et celles qui le veulent ou ceux qui le veulent, euh, il y a un outil qui est à votre disposition si vous le souhaitez. Je ne sais pas comment on va s'arranger, Amélie, si elle passe vers toi, si elle vient directement vers moi, enfin voilà. Mais à un moment donné dans la centration, je vous ai proposé que le personnage vous donne un objet. Alors, si vous l'avez eu, c'est bien. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pas trop grave parce que de toute façon, dans ce que j'ai prévu pour la suite, il y a encore un petit outil qui va vous permettre de réfléchir un peu plus loin autour de cet objet ou de cet accessoire. Et donc, si ça vous intéresse de poursuivre l'aventure, hein, dans une forme de, peut-être que de cahier de vacances, bah, vous pourriez aussi profiter de ce petit exercice que je vais confier à Amélie qui vous communiquera ça si vous en avez besoin ou envie. D'accord?
Et merci à tout le monde en tout cas. Merci Alors, pour cette soirée avec vous. il y a Nathalie qui souhaite poser une question. Donc, Oui, juste, Oui. une question voilà, très simple, c'est pour celles et ceux qui ne sont pas disponibles en septembre, est-ce que tu comptes réitérer l'expérience, Quentin, plus tard? Et ça, il faut voir si je fais bien le job pour l'Académie Thalysia. Et si Thalysia me reprend, ben, bien sûr que moi, je re-signe, hein. Il n'y a pas de souci. Ok, j'espère alors. Oui. j'espère aussi que voilà, qu'on pourra le proposer plusieurs fois. De toute manière, ça aussi, c'est une des choses qu'il faut préciser. Du coup, les places sont limitées pour justement pouvoir avoir un espace de qualité, un espace de partage voilà, à taille humaine et bienveillant. Donc ça fait partie des choses qui nous tiennent à cœur aussi. Donc oui, sûrement, et on espère qu'il y aura d'autres sessions derrière. Voilà. N'hésitez pas à en parler autour de vous, hein. Si, Amélie fait beaucoup de publicité sur les réseaux. Moi, pour le moment, je n'ai plus accès aux réseaux sociaux, donc je ne sais pas le faire. Mais allez-y, parlez-en. Et puis, forcément qu'il y aura d'autres sessions si ça prend, évidemment. Exactement. Merci à chacun, chacune. Merci. Bonne Merci, soirée à tout le c'était monde. intéressant. Merci. Bonne soirée. Merci. Merci à vous. Bonne soirée. Merci, au revoir.